Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence littérature, un nouveau format. Alors, bien entendu, je vais vous donner quelques explications. Pourquoi j'ai désiré créer ce format? Eh bien, parce qu'il me semble important de sortir du discours et d'entrer dans un espace de partage. Nous n'inventons rien et nous ne connaissons pas de façon innée les choses, nous les expérimentons et nous les parfois vivons en apprenant ou en allant se brûler à l'expérience ou au contraire être complètement béni par cette expérience. Mais bien entendu qu'il est important pour nous de pouvoir considérer que l'écriture, la littérature a été, reste et deviendra très certainement le résidu de l'humain, celui qui est incompressible puisqu'il témoigne de notre histoire. Et bien entendu que s'il est malmené par notre nouveau mode de communication, l'Internet, il est aussi porté au nu grâce à ce dernier. Et je pensais intéressant, comme je l'ai introduit dans la conférence sur l'échec, d'aller s'appuyer sur ce que des penseurs, mais aussi sur ce que des écrivains ou des mentors ou des philosophes ont pu exprimer au travers de leur propre expérience. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, je vais vous parler de certains ouvrages et je vais vous encourager à me parler de vos ouvrages par message ou in vivo ici, si vous en avez le désir, et en tout cas de les mentionner pour que nous puissions nous en approcher ensemble lors d'une session qui serait a priori mensuelle et qui nous permettrait d'ouvrir un petit peu l'espace de ceux qui sont ici dans ce groupe pour leur permettre finalement d'aller feuilleter ou plonger dans certains ouvrages qui sont, pour ma part, qui me semblent importants, voire essentiels pour certains d'entre eux. Donc, je vous ai préparé une petite sélection aujourd'hui et il y a bien entendu dans ce choix une intention, celle de la symbolique, bien entendu, mais aussi celle de l'humanité dans le sens du voyageur que représente l'humain. L'humain est un déambulateur de potentiel qui va se confronter à des circonstances extérieures qui sont, lors de son existence sur cette terre, dans la matière, d'ordre cosmique ou d'ordre purement factuel dans ce chemin, dans ce parcours et lors de ce parcours, et d'ordre matériel, mais aussi par sa nature humaine d'ordre psychologique et émotionnel. Et donc, pour moi, il était important d'aller ouvrir des angles d'observation différents de ceux de l'analyse du coach et de son expérience et de ses mentors, mais aussi d'aller ouvrir un petit peu au-delà, comme pour prendre une liane et se jeter d'un arbre à un autre avec une liane différente, parce que c'est aussi cela de la responsabilité de l'accompagnant, c'est d'aller prendre le risque de l'expérimentation des visions des autres. Alors, on va commencer avec un monsieur intéressant, puisqu'il s'agit de Luc Biget, un érudit, euh, un exégète dans ces domaines sur la symbolique du corps humain, mais la symbolique des mythes et bien entendu de sa compétence à tout ce qui rapporte et ramène à la vie euh, au niveau cosmique de l'astre, des astres, et tout à fait intéressé par ce que l'humain exprime et ce que l'humain ne parvient pas à exprimer. Alors, quelqu'un dans le groupe l'autre jour m'a dit, je ne serai pas là parce que je ne m'intéresse qu'au développement personnel. J'ai tout de suite été alertée et je vais vous confier que cette réaction m'a
interpellée. Je vais vous dire pourquoi. Ne commettez pas l'erreur de ramener l'accompagnement personnel et le développement personnel et le coaching, etc., à j'ai mal à mon mindset et je ne ressens que des douleurs au niveau corporel et donc J'éteins. je dois faire. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, mesdames. Merci. Sinon, j'entends tout ce qui se passe chez vous. Donc, je vais, voilà, j'essaie de couper le micro. On est bon. C'est important de comprendre que le coaching et le développement personnel se nourrit tel un arbre dans des racines qui sont plantées dans la terre de cette patience d'observation des autres mondes. Et cette patience des autres mondes, elle passe grâce au témoignage des écrivains, des littéraires, des philosophes, des essayeurs et bien entendu des philosophes au-delà de ceux que nous connaissons, mais ceux qui ont été notre socle de la pensée. Donc je parle bien entendu des philosophes grecs. Nous avons besoin d'eux aussi pour nous interroger sur ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce que nous aurions pu être, ce que nous pourrions être et ce que nous serons peut-être. Et pour cela, bien entendu que c'est bien de s'interroger sur les pensées, les émotions, mais elles ne sont pas un but unique et elles ne sont pas le pourquoi du chemin. Le pourquoi, le véritable pourquoi, c'est qui suis-je, à quoi je sers, quel rôle je peux jouer en prenant plaisir et en me sentant heureux de le jouer pour pouvoir découvrir le monde. Et la découverte du monde, ça passe aussi par la littérature. Et quand je parle de littérature, je parle simplement d'un humain qui s'est posé soit sur du papier, soit sur un ordinateur et qui a partagé ses visions du monde, ses expériences dans ce monde. Et finalement, c'est de cela dont nous avons le plus besoin aujourd'hui parce que nous avons un monde qui a tendance à être mononucléique et qui considère qu'il ne peut exister que par lui-même et que finalement, il peut être autocrate et finalement être didactique avec une vision unique. Et je pense qu'il est de notre responsabilité d'aller ouvrir ce champ. Donc, j'avais envie de dire à cette personne très bienveillante d'ailleurs, hein, il n'y a aucune animosité, c'était de attention, voilà, il faut aussi ouvrir si on veut se nourrir. L'autosatisfaction de l'auto-analyse à un moment donné doit être en pleine ouverture pour pouvoir se poser de nouvelles questions et non pas dans le sens où on ne se pose pas de questions ici sur libre parole, au contraire, mais simplement pour le plaisir de la générosité de prendre la main d'autres observateurs et de les rejoindre et de converser, de dialoguer et d'épiloguer et de se faire plaisir de grandir. Alors, je vais commencer par Luc Biget. Luc Biget est un livre que j'aime beaucoup, le voici. Luc Biget, avec La voix du héros, les 12 travaux d'Hercule. Alors ici, on a une astrologue qui est en train de nous écouter. Et c'est très intéressant de voir que les travaux d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule, correspondent en réalité aussi aux 12 maisons astrales. Et ces 12 maisons astrales, elles sont intéressantes quand on observe ce mythe grec d'Hercule, fils de Zeus et fils de Zeus et d'un humain, enfin d'une humaine, d'un mortel, d'une mortelle. C'est assez intéressant parce que cet homme représente bien entendu à la fois la force, la réussite que représente le potentiel de la force. Et c'est une analyse, en définitive, symbolique de toutes les transformations que proposent ces 12 travaux. Et Luc Biget porte un regard sur ce mythe qui est un regard intéressant, puisque le regard de ces 12 travaux, sont des étapes intérieures
de cet homme mi-dieu, mi-humain, c'est un demi-urge, on pourrait dire. Et ces 12 travaux correspondent à des étapes de transformation intérieure. On ne va pas ici les développer parce que ce n'est pas le but. Mon but est de vous proposer des ouvrages et de vous pointer du doigt l'intérêt d'aller peut-être ensemble entrer dans ces ouvrages, parce que c'est ça le but. C'est que nous pourrions ensemble dire, allez, jouons le jeu d'aller faire le lien entre l'étape que vit Hercule quand il est en train de se confronter à ces arbres de pommes d'or, quel est le lien avec nous quand nous nous transformons et que nous avons différentes étapes pour passer de l'humble humain que nous nous sentons être en perte de confiance au héros que nous rêvons de devenir. Et si ce héros n'est que pour nous, il est tout autant et de toute façon un héros. Nous n'avons pas besoin de la validation ni d'une nation ni d'une famille pour le devenir. Nous saurons le moment de notre héroïsme là, puisque nous avons toutes les demandes en relation avec cette quête pour pouvoir savoir nous-mêmes si nous y avons répondu. Et je trouve ça assez intéressant, ces 12 maisons astrales, cette symbolique de l'évolution et de la transformation. Et ce héros, Hercule, est un héros yang, c'est un générateur, il irradie, il est solaire. Et quand il parcourt ces 12 maisons astrales, en fait, elles sont chacune d'elles reliées à un des travaux et ces étapes, ces travaux, les uns derrière les autres, vont augmenter le rayonnement de cet homme et ce demi-dieu. Et nous allons en fait comprendre l'appel du cœur, la notion aussi, une chose assez intéressante qui est la notion de tribulation. Et c'est un terme que j'entendais souvent dans ma jeunesse, dans les étapes un petit peu spirituelles de ce que j'ai pu connaître avec une maman très religieuse, etc. Et donc, ces appels du cœur, la notion de tribulation et finalement, au travers de notre transformation, nous pouvons effectivement vivre la tribulation. C'est ce tribut à payer, ce prix à payer pour l'effort de dépassement et de se retrouver dans cet effort de dépassement à payer le tribut de notre réussite pour que finalement, en fin de compte, nous changions notre regard sur le tribut. Et le changement de regard sur le tribut à payer fait que le prochain serait censé être le même et donc plus facile. Eh bien non, puisque chaque maison amène son tribut particulier de perception, d'échange, de langage, mais aussi d'éclairage sur ce que nous sommes avec des doutes et des peurs nouvelles. Et c'est ce que vit Hercule dans ses 12 travaux. Il est à chaque fois mené à une interrogation différente, il est confronté à ses propres mystères. Et ces mystères sont exactement comme dans le schéma de Minkowski, ce schéma de Minkowski qui nous représente le passé sous forme de cône, donnant naissance au futur sous forme de cône. Les mystères de la vie sont en dehors de notre expérience. Nos réactions à ces mystères créent les limites de notre connaissance. Et c'est finalement cette expérience-là et cette connaissance de notre relation au mystère qui va nous donner force, courage ou faiblesse et doute. Et il est intéressant de voir que ce que nous propose Luc Biget, c'est cette interprétation symbolique de cet ouvrage qui fait partie de l'humanité avec ses fondements de l'évolution et de la transformation. Alors, c'est aussi, je dirais, notre lien qui nous est rappelé avec les étoiles.
Et quand je parle des étoiles de façon très ordinaire, pour toute personne compétente dans le domaine du cosmos, de l'astrologie, c'est juste parce qu'effectivement, effectivement, nous ne savons pas d'où nous venons vraiment. Nous ne savons pas, sauf qu'aujourd'hui, des propositions nous sont faites sur une intervention sur notre ADN qui aurait eu lieu il y a des milliers et des milliers d'années, on parle de 200-300 000 ans avant Jésus-Christ, de telle façon que des êtres, des voyageurs venus sur Terre, destinés à faire de la Terre une colonie, auraient utilisé leurs compétences génétiques pour nous modifier et nous donner plus de potentiel à la fois d'obédience mais aussi de créativité et d'intelligence à part entière. Ce lien avec les étoiles dans les 12 travaux d'Hercule, c'est aussi les 12 étapes, mais ce sont aussi les 12 apôtres. On retrouve ce chiffre qui est relié au chiffre 13, puisque 12 plus 1 font 13, et que le Christ, avec ses 12 apôtres, crée un 13 et un cercle parfait dans son organisation mathématique. Et finalement, on nous ramène toujours à cette relation du Ma'at, le divin, la symétrie parfaite, et la part qui est la nôtre, mathématique, terrienne, chaotique, asymétrique, incomplète, et cette nature qui vient exprimer avec son début et sa fin, donc son imperfection, sachant que est-ce qu'un début et une fin peut symboliser l'imperfection? Ça, c'est une question à se poser, mais plutôt une duplication de la vie à une échelle supérieure, mais dans notre univers, elle prend cette échelle, et d'aller expérimenter que le divin reste en nous, que le divin est en nous pour être notre source et notre ressource, comme si une étoile très loin là-bas pouvait être, par notre mental et notre concentration ou notre méditation, connectée en pleine respiration. Et là, vous voyez, je pars tout de suite, je m'envole. Pourquoi? Bien, parce que toutes les personnes qui utilisent des techniques et de méditation et de respiration sont automatiquement rappelées par ce vide dont nous sommes composés et qui nous entoure. Et bien entendu que notre galaxie n'en est pas l'unique lieu de prédilection, puisque la galaxie dans laquelle nous sommes n'est qu'une partie infime de l'univers. Et Hercule, ce fils de Zeus, c'est toute la puissance du mythe. C'est aussi un archétype pour nous. C'est un modèle qui peut nous amener à dépasser une vie ordinaire et en ayant cette espèce de profondeur qui nous habite et qui se mêle à notre banalité, notre simplicité, celle de la matière, celle de la limite. Et en fait, elle nous apprend à voir que dans chacune de nos transformations douloureuses ou soutenues et facilitées, il y a du précieux. Le précieux est toujours là. Le précieux qui scintille au loin n'est fait que de vide et de matière mêlés et qui ensemble expriment quelque chose. Et bien dans notre vie, c'est aussi vrai. Nous avons le plein potentiel d'utiliser nos vides, nos manques, nos désirs, nos objectifs et nos moyens physiques, corporels, d'action dans la matière pour exprimer une danse entre les deux. Et le sacré est là. Le sacré, c'est la transmission, c'est la danse pour exprimer l'invisible, pour exprimer l'inexprimable, pour expérimenter ou partager l'expérimentation de ce qui est supposé et déductible. Et à partir de ce moment-là, nous atteignons un niveau d'appréciation de ce que nous sommes bien plus large, bien plus qualitatif
et au niveau quantitatif bien plus riche, et c'est un peu ce que la quête du héros propose à chacun de nous. Alors, je vais vous lire un extrait que j'ai trouvé très intéressant et il va venir vous donner une idée un petit peu de certaines richesses qu'on peut trouver dans cet ouvrage. Je cherche. Contrairement à nous, les Grecs anciens pensaient que l'avenir était derrière leur dos et que le passé se situait devant eux. Non, sans raison, car, affirmait-il, le passé est ce qui se voit. Il s'agit par conséquent de ce qui est devant. Par contre, l'avenir ne se voit pas, il se situe derrière. Cette vision symbolique des directions de l'espace est profondément spirituelle. Alors bien entendu que cette citation, cet extrait nous ramène à la notion de destin. Et quand on dit que le passé est devant nous, quand les Grecs le supposent, ce que l'on peut dire, c'est que notre expérience passée fait de nous des êtres qui vont savoir comment fonctionnent les circonstances dans tel et tel cadre, et que sur cette base, nous avons des croyances. Et que ces croyances sont des certitudes et finalement des zones de confort. Et que quand nous avons ces zones de confort comme fondement, nous allons exactement comme l'exprime le cône de Minkowski, inversé, pardon, nous allons reproduire le même schéma, le même profil de nos réactions face au mystère par rapport aux différentes puissances dans nos catégories de vie, et nous allons reproduire le même passé. Et à ce moment-là, on peut parler de destin, puisque nous sommes destinés à reproduire ce schéma et que cette destination, nous la connaissons, nous sommes en mode autopilote et que finalement, n'oubliez pas, l'on voit ce que l'on croit. Je ne suis pas capable de, je ne vais pas effectivement me voir capable puisque je vais exprimer mon incapacité à faire. Et vous voyez, un livre comme ça, on est complètement dans le développement personnel. On est dans le développement personnel en s'interpellant sur quelle est ma perception du passé. Est-ce que ce que je vois de moi dans le futur et qui m'excite, c'est la version de moi dans le passé, mais avec mon âge et avec les personnes que j'ai autour de moi? Si c'est ça, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Parce que finalement, si vous proposez à votre système nerveux, votre subconscient va valider que c'est confortable, mais en réalité, vous allez automatiquement entrer en mode de non-évolution. Et vous allez commencer à reproduire des schémas, vous allez commencer à refaire ce que vous savez faire et vous allez entrer en mode révolution. Et la révolution est destructrice pour vous-même. Elle est à l'inverse de votre involution, elle devient une dévolution. Et cette dévolution vous met en situation de perte d'excitation, de perte d'illusion dans le sens linguistique du terme, c'est-à-dire d'avoir cette vision éclairée qui vous tire en avant et vous perdez votre pleine puissance. Et je trouvais intéressant ce passage parce que finalement, c'est ce que nous disons dans le coaching et c'est pour ceux qui ont suivi les 70 conférences, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à la 70e conférence. C'est ce que nous disons tout le temps, expliquons et démontrons et nous le reprendrons ce chemin parce qu'il est nécessaire de le revivre. Mais je trouve intéressant de voir que ces Grecs, en définitive, ne font que confirmer ce que la science et les philosophies anciennes nous ont appris. C'est que si nous ne sommes pas dans le dépassement, nous sommes prédestinés.
Et la destinée n'est là que pour justifier notre engagement et notre dépassement pour aller finalement vivre une expérience qualitativement et quantitativement supérieure à ce que nous connaissons déjà. Sinon, nous sommes déjà en train de vieillir et de mourir un peu. Et pour finalement commencer cet état de destruction qui nous amène à la fin de notre existence, qui, pour ma part, et j'en suis presque persuadée, n'est qu'en réalité le véritable départ de notre existence, et que je considère, et ça ce n'est que ma perception, que notre vie ici sur Terre est peut-être ce qui est le plus proche de la mort, plutôt que ce que nous percevons depuis ici, dans ce départ et cet abandon et cette fin de non-recevoir, cette sensation de frustration de ne pas finir. Je pense que c'est plutôt cela, c'est plutôt ici la mort. Et je suis persuadée, pour plein de raisons littéraires, que basées sur des expériences de millions de personnes, que ce qui se passe après cela est plus proche de la spiritualité que toute autre existence et expérience personnelle et groupale sur Terre. Mais, bien entendu, on va aller jusqu'au bout du livre. Et il y a quelque chose d'intéressant qui est dit à la fin, que j'ai noté pour vous. C'est ainsi que le ciel conserve pour nous la mémoire des exploits les plus grands des héros. Celui qui sut sans cesse repousser vigoureusement au loin ses limites pour accomplir la totalité du potentiel humain. Eh bien oui, et tout est écrit dans les cieux, parce qu'en réalité, quel rôle joue ce ciel et cette existence d'un autre format dans des espaces-temps différents des nôtres, pour nous et sur nous, sur cet espace de matière, c'est une question. Je pense que peu de personnes en ont la réponse, mais elle est intéressante au travers des dernières découvertes faites sur l'ADN humain, qui a été transformé, modifié, de voir que dans le décalage de cet espace-temps, il y a des civilisations qui ont connu des rencontres avec des personnes, ou en tout cas des êtres d'une toute autre puissance technique en relation avec la vie sous une forme de vie, quelle qu'elle soit. Donc, intéressant, interpellant, Luc Biget. Il a aussi un livre magnifique sur le langage des oiseaux, mais ça fera l'objet d'une autre rencontre. Alors, les éditions de Janus, bien sûr, et un être absolument passionnant, érudit, c'est un exégète, il est parfois très, très hermétique dans ses discours, mais là, le livre est passionnant, et pour ceux qui s'intéressent au mythe, c'est une très belle introduction pour aussi échanger avec des enfants et avec des gens qui démarrent leur vie. Donc, cela a été ma première proposition, et maintenant je vais vous parler de toute autre chose, mais pas tant que ça. Je vais vous parler d'un homme qui un jour aux États-Unis était dans un parc, et cet homme était assis comme cela, en train de faire ce qu'il avait l'habitude de faire, donner à manger aux oiseaux, etc. Et puis tout d'un coup vient s'asseoir un vieillard à côté de lui avec une canne, il s'assied, il commence à échanger. Le monsieur dont je vous ai parlé en premier était un voyageur, il avait énormément fait de voyages sur la planète, c'était un baroudeur et quelqu'un d'absolument conquis par les différents peuples de la Terre. Et l'homme qui s'assied à côté de lui est un colonel, le colonel Bradford. En tout cas, c'est son pseudo, puisque sa véritable identité, je ne la connais pas. Et ce colonel commence à parler avec cet homme et lui dit qu'il avait fait énormément de voyages. Et bien entendu, l'amitié se tisse et ils se fréquentent pendant quelque temps. Et cet homme, un jour, ce colonel,
l'appelle et lui dit il faut absolument que l'on se voie, et c'était devenu des relations amicales, et ils se croisaient régulièrement et partageaient régulièrement leurs avis sur ces peuples, ces expériences. Et il lui dit il faut absolument que je vous voie, et ils se rencontrent. Et cet homme âgé, le colonel, lui dit je repars en Inde. Et le monsieur dont je vous parle et dont je vais vous dévoiler le nom, Peter Kelder, lui dit ah, pourquoi? Et il dit écoutez, je tenais à vous parler parce qu'en fait, je veux que vous veniez avec moi. Je vais rechercher là-bas une source, une ressource au sujet de la vie. Et en fait, il lui parle de fontaines de jouvence, il lui parle de choses ainsi. Et Peter Calder lui dit écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas. Et il lui donne un certain temps de réflexion. Et finalement, Peter Calder refuse d'y aller. Bon. Et son ami, son vieil ami, avec sa canne, s'en va, quitte les États-Unis. Et au bout de quelques mois, il reçoit une carte sans adresse lui disant qu'il était sur le point de découvrir le ashram qu'il désirait et qu'il le tiendrait au courant. Et finalement, les années passent, plus de nouvelles du colonel. Et Peter Kelder, qui est un écrivain, qui est un être d'écriture, continue sa vie, son parc, les oiseaux, etc. Et finalement, cet homme reçoit un appel de son concierge dans l'immeuble qui lui dit écoutez, il y a quelqu'un qui vous demande et qui demande à vous voir. Est-ce que je peux le faire monter? Qui est-ce? Il dit c'est le colonel Bradford. Et bien entendu que l'homme est absolument époustouflé, il dit waouh, finalement il est revenu, etc. Et puis il dit faites-le monter. Et, et bien entendu, l'homme sonne à la porte, Calder ouvre la porte et il est très déçu puisqu'il voit un homme arriver qui n'est pas celui qu'il attendait. Et le monsieur lui dit je voudrais voir monsieur Peter Kelder, c'est bien vous, n'est-ce pas? Il y a une petite farce là. Et le monsieur lui dit oui, oui, bien sûr, mais je m'attendais à voir le colonel Bradford. Il lui dit c'est bien moi. Il dit alors vous êtes son fils. Et à ce moment-là, le monsieur le regarde et lui dit non, Peter, c'est moi. Et là, Peter Kelder dit je le reconnais, je reconnais le colonel. Et je pensais que c'était son fils. Et en fait, non, c'est lui. Il n'avait plus sa canne, il se tenait droit, il était plus grand, il était plus jeune, il n'avait pas la même peau et il dégageait une énergie incroyable avec une posture incroyable. Et il dit, mais entrez, entrez, je vous en prie. Et l'homme lui raconte son histoire. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Cette histoire, elle est basée sur un trésor que nous avons tous, que j'ai eu la chance de découvrir et d'utiliser pendant 2 fois une année, entrecoupée à chaque fois pour des raisons soit physiques dans le sens de mobilité, lieu de pratique, etc. Et cet homme avait été au Tibet. Et cet homme avait rencontré des lamas et il avait partagé avec eux des connaissances. Et finalement, ces connaissances, il les avait intégrées en vivant avec eux. Et c'est à ce niveau-là que c'est intéressant, parce que ce deuxième livre que je partage avec vous, il vient toucher à une autre dimension de ce qu'est le vide. Je vous parlais il y a quelques moments, quelques instants à propos de Luc Biget, du vide et des pleins dans notre vie. Nous avons à notre disposition des vides qui sont des vortex, qui sont des centres d'énergie, et il est très intéressant pour nous de mieux les fréquenter.
Et Peter Kelder a écrit un livre magnifique aux États-Unis qui a été traduit en 1985, en 96, en 2016. Donc, ouais, c'est en permanence réédité, Les 5 Tibétains. Alors, ce livre, je vous recommande ardemment de vous le procurer. Vous voyez, il n'est pas épais. Et il représente très certainement, avec votre corps, le chemin le plus simple pour une reconstruction. Et c'est très drôle parce que vous le savez, je suis tombée il y a 1 mois et 2 semaines maintenant. Je marche depuis 10 jours et par contre, j'ai une douleur à la jambe, etc., qui m'a empêchée de faire mon yoga tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision, grâce à cette conférence, de reprendre les 5 Tibétains avant de reprendre mon yoga Hatha Yoga, qui est un niveau assez élevé et complexe. Et donc, j'ai décidé de reprendre les 5 Tibétains très prochainement, certainement ce week-end. Et je ne peux pas ne pas partager ça avec vous. Je l'ai fait avec beaucoup de mes clients. Pour certains, ça a été source de transformation physique très importante, mais surtout, je vous le dis parce que quand je l'ai fait pour la première fois, de m'intéresser à ces étonnants exercices. J'ai acheté ce livre à Paris, à côté de la place Saint-Sulpice, dans une librairie très connue, la Procope, je crois. Et j'ai pris ce livre sans savoir pourquoi je le prenais. C'est-à-dire que vraiment, ma main a attrapé le livre, l'a mis dans le panier, sans vraiment prendre conscience de ce que j'achetais. Et il s'est avéré que ça a été source d'un énorme switch énergétique chez moi en Provence, à un moment où je sortais du deuil de mon chien. Vous allez dire, c'est qu'un chien, Brigitte. Oui, mais c'était comme mon enfant. Et ça avait été un gros abattement pour moi. Et énergétiquement, mon corps a noté. Et j'avais du mal quand je montais les escaliers, j'étais fatiguée. Et j'ai commencé à ouvrir le livre. Et je suis tombée sur des choses comme ça. Et j'ai commencé à lire les images et les choses. Et j'ai commencé à pratiquer. Et j'ai vu qu'il y avait 5 rites. Et je me suis dit, 5, c'est peu, je peux le faire. Et finalement, je me suis rendu compte, étant une ancienne sportive, que le corps avait une mémoire et qu'au bout de 2 semaines, je montais les escaliers 2 par 2. Et que je dormais mieux. Et que, vous allez me dire, il y a plein de façons de mieux dormir. Oui, moi j'utilise le Ili et j'ai réglé un problème de sommeil en quelques 2 dizaines de jours. Donc, bien sûr, je peux aussi changer mon alimentation, arrêter de regarder des documentaires qui challenge le soir, faire mon sein avant de me coucher. Oui, vous avez différents angles et c'est bien là l'intérêt d'ouvrir le champ, c'est de se dire que bien on a parfois des outils très simples à notre disposition. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais aller beaucoup plus loin avec vous puisque je les connais par cœur et que je les ai pratiqués pendant 2 ans. Et à un tel point que vous vous sentez fort, vos jambes se musclent, vos entrejambes se creusent, vos ischios et vos quadriceps se bombent, vos bras se musclent et se sculptent, vos abdominaux se creusent et vous vous dites, mais j'ai fait 5 exercices. Mais c'est parce que finalement, vous n'avez pas fait d'exercice. Vous avez respiré en harmonie avec une quantité de muscles que vous mettez en tension et en faisant cela, vous relancez vos 7 chakras, vos 7 centres énergétiques qui sont des centres qui, sous forme de vortex, ont un sens de rotation. Le premier, qui est le chakra racine, a un sens qui correspond à celui des aiguilles d'une montre. Le suivant, le sens inverse. Le troisième, le plexus solaire, de nouveau en sens horaire. Et en sens anti-horaire, celui du cœur. Et celui du chakra de la gorge en sens horaire de nouveau. Celui-ci en sens inverse. Et le couronne, celui qui est le plus haut en nous, sachant qu'il y en a d'autres au-dessus. Et ils sont
dans notre espace énergétique, nous avons ces mécaniques énergétiques à notre disposition. Nous en avons la responsabilité et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons associer, en travaillant nos chakras, nous pouvons toujours associer les couleurs qui les accompagnent, la vitesse, la sensation de vitesse, de rotation et aussi la capacité d'ouverture de ce chakra qui, plus on monte, a plus de pétales. C'est une symbolique, mais c'est aussi une précision, c'est un niveau de complexité du chakra. Le premier étant celui qui nous relie à la terre et le couronne étant celui qui nous relie à notre capacité via la glande pinéale, mais pas que, grâce au point Om ici, de nous connecter au-delà de nous-mêmes. Et c'est quelque chose que je pratique tous les jours, puisque tous les soirs dans mon lit, je médite pendant 1h30 avec des méditations du docteur Joe Dispenza. Et il y a des moments où je suis dans le cosmos, je le vois, je vois les étoiles, je vois des paysages, je vois des gens, vous allez dire les folles. Non, c'est juste que je suis entraînée. Je suis entraînée et que je suis quelqu'un qui n'a pas d'a priori là-dessus et que ça fait partie d'un langage naturel en tant qu'artiste. Donc finalement, facile. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que si vous travaillez vos chakras, vous n'allez pas avoir de vision, mais vous allez avoir la capacité d'envoyer dans l'environnement qui est le vôtre des informations beaucoup plus probantes, beaucoup plus efficientes, et vous allez surtout créer quelque chose de magique qui est un relais énergétique d'un chakra à un autre, qui est la condition sine qua non pour que votre homéostasie, c'est-à-dire l'échange d'informations entre vos cellules, via ce que nous connaissons déjà, c'est-à-dire le système nerveux central, le système nerveux autonome et les vortex qui sont reliés aux nadis, bien entendu, qui ont un impact sur les nadis, c'est-à-dire tous les méridiens de votre corps, qui correspondent à une architecture énergétique qui ne se voit pas, et vous allez, en travaillant cette colonne vertébrale énergétique avec ces ponts qui sont présents dans votre face antérieure et postérieure et qui sont inversés dans leur sens forcément, vous allez avoir de l'information et de l'irradiation d'énergie à l'intérieur de votre corps vers vos organes, vos tissus, vos cellules et vos atomes. Et donc finalement, vous allez créer une vitalisation dans le mode croissance au niveau corporel et physiologique. Si j'ai un conseil, j'en donne rarement parce que les conseils sont faits juste pour bousculer notre quotidien. Là, je vous dirais, bousculez-vous, achetez ce livre, vous le trouverez partout, il vaut 4 ou 5 euros. Ça peut changer vraiment votre vie avec un effort minimum. Et si vous considérez que vous avez trop d'embonpoint et que ça va être compliqué, oui, ça va être compliqué. Eh bien, suivez les conseils donnés dans le livre. Ne soyez pas plus gourmand que vous ne l'êtes déjà et commencez par faire une routine au lieu d'en faire 21. Vous ne pourrez pas de toute façon. Moi, je suis arrivée à faire, parce que je suis dans ce domaine-là peut-être un peu impatiente, je suis arrivée à 17. Ça a été mon maximum. Mais j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de passer à 2-3 rotations par exercice. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez 5 exercices que vous devez faire chacun jusqu'à 21 fois. Sauf le premier, vous ne devez pas aller plus de 13 rotations puisque vous êtes debout et vous tournez et jusqu'au moment où vous perdez votre équilibre. Donc, il y a des expériences corporelles à vivre à chaque séquence. Ce qui est intéressant dans les 5 tibétains, c'est qu'à chaque exercice, vous allez avoir une estime de vous qui va être réémoustillée. Vous allez vous ressentir avec cette connexion au corps qui est de prendre votre responsabilité et d'avoir la récompense tout de suite, de sentir que vous prenez conscience du niveau où vous en êtes et que vous prenez la décision de revenir demain, de le refaire
Et je peux vous dire, moi, je le faisais le matin et le soir. La transformation, elle s'est faite en 2-3 semaines. Et quand j'ai vu à quel point j'avais changé, à quel point mon énergie était différente, à quel point mes pensées changeaient aussi, je vous garantis que c'est quelque chose d'extraordinaire que vous allez vivre. Et bien entendu, si vous partez avec un corps déshabitué et rouillé, ce sera plus lent. C'est pas grave, prenez le temps. Et vous aurez à ce moment-là un outil qui vous permettra de vous connecter à Luc Biget et la voix du héros, n'est-ce pas? Et vous pourrez jumeler les deux et vous encourager grâce à Hercule et vivre cette expérience avec les 5 Tibétains. C'est un cadeau que je me suis fait de tirer ce livre dans cette bibliothèque. Alors pour finir aujourd'hui, vous voyez, je reste quand même assez évasive parce que le but, c'est pas de rentrer dans les livres. Mais par contre, vous pouvez me dire, Brigitte, on aimerait bien que tu nous parles des 5 Tibétains, que tu nous présentes chaque exercice, que tu nous l'expliques. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me demander aussi d'aller choisir l'une des maisons astrales que rencontre et que dépasse Hercule dans ses 12 travaux et qu'on en parle. Vous êtes chez vous, voilà, vous demandez et vous obtenez. Les délais, par contre, j'aurais besoin d'un peu de temps juste pour pouvoir trouver mon mode autopilote avec le sujet, mais à part pour les 5 Tibétains où je peux le faire très vite. Et je voudrais vous parler d'un autre spécimen. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les développer, c'est juste en avant-garde des prochaines sessions. Deepak Chopra, docteur, neurologue, endocrino et d'un père médecin en Inde, neurologue en Inde, et un des meilleurs mentors en relation avec le yoga et la physique quantique et les neurosciences au monde. Vous voyez, il y a 2 livres ici, les 2 ils sont usés à force de les lire, ils sont raturés, il y en a partout. Hein. Moi, quand je lis un livre, je suis assez dure avec lui, les pages s'en vont, etc. Le premier, c'est le corps quantique. Vous ne pouvez pas vivre sans avoir lu ce livre. Vous allez halluciner sur les essais cliniques faits par ce médecin et d'autres aux États-Unis et le sens des expériences pour comprendre votre corps et votre relation corps-esprit. C'est une base de base, ça fait quoi, 7-8 ans que j'ai ces 2 bouquins, que je les ai lus, relus. Et bien sûr, c'est tellement dense que je passe mon temps à les souligner et à les noter. Et puis, il y en a un autre, Deepak Chopra toujours, un corps sans âge, un esprit immortel. Là, attendez-vous à faire un voyage dans l'Inde profonde et la médecine Ayurveda et vous allez comprendre ce que c'est qu'avoir un profil physiologique et de répondre à ça par une connaissance de soi, de son propre rythme. Moi, je suis Vata, c'est-à-dire que j'ai un rythme lent au réveil, j'ai besoin de matière pâteuse et lourde à manger, c'est ma nature, je ne peux pas en changer. J'ai besoin de mets sucrés, ça fait partie de ma nature. C'est intéressant de découvrir que si vous êtes Vata, Pitta ou que vous ayez un profil différent du mien, que vous puissiez vous connaître aussi sous cet angle-là, avec cette sagesse-là, parce qu'il vous propose aussi des méditations courtes, intéressantes, et surtout le lien qu'il fait avec la physique quantique, il traite des croyances, des interprétations, des attitudes. Il y a vraiment des passages qui sont extraordinaires sur les messages verbaux, les messages physiques. Je vous recommande également ces 2 livres. Je me ferai un plaisir de vous les présenter un petit peu plus avant. Ce jour-là, il faudra que je sois un petit peu en forme quand même, parce que c'est assez costaud, c'est du niveau de John F. de Martini, Mani Essam, etc. Et donc, on est dans du costaud, mais on est dans du développement personnel et
dans de la santé. Donc, on touche les deux domaines en même temps et surtout la physique quantique et les neurosciences avec une réponse clinique sur certaines expériences et certaines interrogations au niveau de la santé et essentiellement pour le premier livre sur le cancer, etc. Il y a des choses extraordinaires à découvrir. Donc, je tenais à faire ce partage avec vous. J'espère en tout cas que cela vous aura convenu et plu. J'espère que cela vous aura donné envie de bouger votre corps. Pour information, sachez que les 5 tibétains, si vous les faites le matin ou le soir, c'est mieux le matin parce que c'est mieux d'être à jeun, mais si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Trouvez un moment où vous êtes éloigné de votre digestion. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va vous prendre 15-20 minutes maximum au début. Ensuite, vous serez peut-être un peu plus rapide. Moi, je me prenais 45 minutes parce que je prenais plaisir à ça. Et que finalement, d'arriver aussi à faire des routines longues, vous avez besoin d'un peu plus de temps. Il faut bien respirer, il faut prendre le temps d'apprécier chaque mouvement. Mais waouh, quel beau cadeau vous faites à votre corps. Et si en plus vous faites du Reiki, et si en plus vous faites de la radiesthésie avec un pendule, et si en plus vous faites de la méditation, et si en plus vous faites votre Seine tous les jours, eh bien vous risquez d'avoir de belles surprises. Moi je peux vous dire, je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas arrêter de faire, parce que quand j'arrête de les faire, je me crée des trous noirs dans ma vie. J'ai un tel passé complexe au niveau de mes croyances limitatives que je suis tenue de prendre soin de mes pensées. Et derrière, je suis tenue de donner à mon corps ce que je l'ai habitué à avoir pour se sentir en dépassement. Si je ne fais pas ça, je sombre en dépression. Vous allez dire, oui, mais t'es coach saine. Eh bien oui, justement, c'est pour ça que je ne tombe pas en dépression. Mais c'est pour ça que je sais que si je m'arrête, à un moment donné, il y a un prix à payer, soit corporel, soit psycho-neuro-émotionnel, mais que je sais toujours me retourner et retomber sur mes pattes parce que j'ai les circuits, parce que je suis entraînée, parce que j'ai un système nerveux qui est habitué, parce que j'ai des croyances limitatives que je sais détourner, parce que plus vous montez, plus les croyances les plus tenaces ou les plus proches de la source de la problématique remontent. Donc vous êtes en travail permanent et vous ne pouvez pas travailler tout le temps de la même façon. Même si je suis un coach expert plus et coach instructeur, il y a des moments où faire mes 3 colonnes, j'ai besoin de passer à autre chose, donc je lâche. Mais oui, mais je ne peux pas lâcher mes 3 colonnes trop longtemps. C'est un des exercices du Seine qui est une des bases pour tenir les rênes du mental. Pourquoi ? Parce que j'ai un mental qui est promu à, en cas de faiblesse, aller me sortir des idées bizarres. Donc je le sais, je prends mes responsabilités. Mais j'ai un corps qui est addict à se voir dans un certain format, avec certains types de muscles, je le sais. Donc si j'arrête d'avoir une activité, même si je marche 1 heure tous les matins ou je cours quand j'ai mon genou 1 heure le matin, si je fais mon yoga dans la journée, pour moi, c'est toujours une excitation. Et il y a parmi vous des gens qui n'ont peut-être plus fait de sport pendant des années. Je pense vous dire, sans me fourvoyer, qu'avec cela, vous avez une porte d'entrée royale pour reprendre les rênes du corps. Et je vous dis, que vous ayez 3 kilos de plus ou 20 ou 30 kilos de trop, n'ayez pas peur, il va juste falloir que vous soyez intelligent émotionnellement avec vous-même et que vous vous respectiez en étant millimétrique sur les doses et en ayant, bien entendu, en cas de maladie, consulté votre médecin avant d'aller vous faire, si vous êtes cardiaque ou si vous avez un diabète important, avant de faire n'importe quoi. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que même si vous avez un diabète, si vous entrez correctement dans l'exercice et que vous prenez les semaines nécessaires pour entrer dedans, vous pourrez ressentir un corps qui se transforme, qui se change et avoir des résultats sur votre physionomie, visage, corps, muscles, posture,
tenue complètement remarquable. Donc, je tenais à avoir ce grand écart ce soir entre la symbolique du héros que vous allez peut-être vouloir exprimer ici, dans ce chemin. Et je vous encourage bien entendu à me donner de vos nouvelles. Et si vous voulez en savoir plus et que l'on développe une session juste sur les Tibétains en faisant le lien avec les chakras, leur sens psychologique et bien entendu au niveau corporel, les organes concernés, etc., c'est faisable. Voilà, pour que vous sachiez que ce n'est pas juste un nonos à ronger, mais qu'il s'agit bien d'une connaissance que l'on peut amplifier. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser tout de suite. Je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez m'écrire. En bas de votre écran, vous avez « Converser ». Donc, vous cliquez là et vous pouvez vous adresser à moi directement en solo ou public. Et donc, voilà, je vous laisse vous manifester si vous en avez envie. On n'est pas très, très nombreux ce soir, mais voilà, il y a parmi nous des personnes qui sont des personnes engagées. Les 3 qui sont là sont très engagés. Donc, je vous encourage à me faire un feedback sur les 2 livres que je vous ai recommandés, si vous les achetez, si vous les lisez, ou s'ils vous intéressent et si vous voulez qu'on aille plus avant sur l'un d'entre eux. En tout cas, la prochaine fois, nous aborderons tout autre chose. Nous revenons à nos fondamentaux, à nos conférences, et je vous réserve une petite surprise. N'oubliez pas votre première œuvre. C'est toujours vous, rien n'a changé, surtout par les temps qui courent. Et n'oubliez pas non plus que le groupe est à votre disposition pour m'interpeller sur certaines choses, soit en posant la question sur le groupe et ensuite en conversant avec moi en privé, soit directement en privé. Je me ferai un plaisir de vous soutenir et de vous accompagner dans vos interrogations. Je vous souhaite une belle soirée. Mangez bien si vous ne l'avez pas fait. Et si vous jeûnez, jeûnez bien. Et surtout, n'oubliez pas, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci encore et belle soirée à vous.